Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Mazella. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous connaît, vous êtes le fondateur de Blablacar et de Dift. On va en parler, moins connu peut-être. Blablacar, première plateforme évidemment de covoiturage en France, présente dans 22 pays. Et Dift, c'est une contraction de don et de gift. C'est bien ça? Tout à fait, ouais, c'est un don cadeau, don et gift. Ouais. On va en parler tout à l'heure, vous nous expliquerez le principe. Mais on va parler de vous d'abord. Vous êtes nantais, vous êtes né à Nantes? Je suis né à Nantes, mais je suis vendéen. Ah, vous êtes vendéen. J'ai grandi en Vendée, ouais. Important de le souligner. Vous avez fait Normal, l'école normale supérieure, et puis Stanford pour effectuer un master en informatique. Quels ont été vos choix dans la vie professionnelle, personnelle? Qu'est-ce qui vous porte dans la vie? Ce qui me porte, c'est de découvrir, d'apprendre et d'innover. Et c'est plus facile en fait quand on a déjà les outils de ensuite se lancer dans de l'innovation qui implique de la création, c'est-à-dire faire vraiment, construire. Donc après moi j'adore la physique, c'est pour ça que j'ai fait des études de physique à Normal Sup. J'ai adoré aussi l'informatique, toute la logique qu'il y a derrière, ce que les Américains appellent la computer science. C'est de l'informatique, mais ils disent computer science, donc la science des ordinateurs. Vous avez travaillé pour la NASA aussi? J'ai travaillé pour la NASA quand j'étais aux États-Unis, et que je faisais mes études à Stanford, justement, en Californie. Voilà, et après, la musique aussi, beaucoup. Je fais beaucoup de musique. J'étais au conservatoire de Paris en piano. Piano, j'ai fait aussi beaucoup de violon. Je trouve que la musique, c'est fabuleux parce que ça concentre un petit peu tout, c'est-à-dire à la fois la créativité, l'émotion, et puis aussi beaucoup de travail, c'est-à-dire qu'on ne réussit pas à bien jouer en musique si on n'est pas extrêmement rigoureux. C'est vrai. Et ça apprend tout en fait, c'est une école. Et on peut jouer avec un orchestre. Voilà, et on joue ensemble, on crée des émotions ensemble, et on a réussi quand justement on a réussi à passer de l'émotion, et que les personnes d'en face, ont éprouvé quelque chose. Vous êtes passionné d'innovation, vous êtes passionné pour ce qui n'existe pas encore. Oui, parce que ce qui existe déjà, c'est là, c'est bien, utilisons-le. Non, c'est parce que il y a aussi une citation de Victor Hugo que j'aime bien qui dit je m'intéresse au futur parce que c'est bien là que je compte passer mes prochaines années. Et donc avec le futur vient effectivement quelque chose qui n'existe pas encore. Le futur n'existe pas encore tout entier. Et après des choses qui existent aujourd'hui existeront demain, mais des choses qui n'existent pas aujourd'hui existeront demain aussi. Et ça m'intéresse beaucoup. On va en parler, l'intelligence artificielle, etc. Vous détestez aussi entendre ça ne marchera pas. Ça c'est aussi quelque chose qui vous défie. Détester, je sais pas. Je pense que ça me galvanise un petit peu. C'est français? Je sais pas, c'est surtout que on peut dire ça ne marchera pas quand on a vraiment tout étudié, mais on a rarement tout étudié. On a rarement fait l'exercice complet pour savoir si vraiment ça ne marcherait pas du tout. Donc je suis prêt à dire ça ne marchera pas, mais après beaucoup de travail pour effectivement avoir compris que ça ne marcherait pas. Alors vous dites aussi que vous préférez entreprendre, créer plutôt que diriger, c'est vrai? Ah, c'est pas la même, c'est pas la même discipline. Ouais, c'est pas la même discipline. C'est-à-dire que entreprendre ou créer, ça demande beaucoup d'imagination et beaucoup de conviction aussi, emmener beaucoup de gens vers quelque chose qui justement n'existe pas encore. C'est plus difficile. Diriger ou manager, pardon. De convaincre du bien fondé d'un projet, par exemple, c'est plus difficile. Oui, c'est surtout difficile quand on n'a pas beaucoup d'éléments probants ou de données ou d'exemples existants. Voilà, où on n'a pas beaucoup de matériel sur lequel s'appuyer. Pas beaucoup de preuves, en fait. Convaincre quand on n'a pas beaucoup de preuves, c'est difficile. Et après, diriger ou manager, c'est vrai que c'est différent. C'est plus une notion de suivi, de contrôle. Moi, je suis plus à l'aise quand il s'agit d'envoyer de l'énergie à tout le monde et de faire en sorte qu'on ait tous envie d'aller dans la même direction. Ce qui ne suppose pas forcément un cadrage très fort. Au contraire, moi, je compte sur la motivation et l'énergie de chacun et des initiatives, des individus. Pour réussir à avancer, voilà. Et vous dites aussi que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'ascenseur. On parle d'ascenseur social souvent, mais plutôt des escaliers. Donc ça, expliquez. Oui, parce que une fois qu'on a compris ce principe-là, que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a que des escaliers. On peut tomber. Oui, et déjà on peut faire une marche en avant, 2-3 marches en arrière aussi, c'est possible. Donc, mais après, il faut refaire 3-4 marches en avant. Et surtout, ça donne la notion de progrès, évidemment, progresser dans la construction du projet qu'on a l'ambition de bâtir, mais aussi ça comporte la notion d'effort.
C'est-à-dire que Oui, c'est vrai. on arrivera au bout avec l'effort, alors que l'ascenseur, c'est zéro effort. Et l'entrepreneuriat, c'est tout sauf ça. Je connais personne qui a réussi, qui n'a pas monté des escaliers, qui n'est pas tombé à un moment, qui n'est pas redescendu de quelques marches pour remonter plus tard. Et donc, en fait, quand on voit des entrepreneurs ou des sociétés qui sont tout en haut, faut bien se rappeler qu'elles ont monté tout l'escalier et qu'elles ne sont pas arrivées là-haut par l'opération du Saint-Esprit ou par hélicoptère ou par ascenseur. Alors, Blablacar, aujourd'hui, c'est une grande réussite. À tel point que peut-être que vous aviez envie de faire autre chose. Pourquoi avoir créé Dift? Parce que ça y est, Blablacar, ça roule? Oui, alors Blablacar, ça roule. En effet, oui, c'est aussi ma nature d'entrepreneur et de créateur. C'est-à-dire que, alors on a l'impression aussi que Blablacar c'est peut-être récent, mais enfin moi ça fait 20 ans que j'ai lancé Blablacar. C'était en 2004. Donc voilà, après il y a toute cette période de croissance, on s'est étendu dans une vingtaine de pays. Je suis toujours actif au sein de Blablacar dans le sens où je suis président du conseil d'administration. Donc j'interviens sur ce qui peut être vision, stratégie, mais pas sur l'opérationnel, puisqu'on a une collaboration qui est directeur général et qui gère l'ensemble de la société. Donc je suis toujours très impliqué, Blablacar est toujours dans mon cœur et le sera toujours. En revanche, voilà, du fait de cette fonction un petit peu différente, j'ai plus de temps et donc quand vous laissez du temps à un entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il entreprend. Blablacar, on en a parlé, ça roule. Du coup, vous aviez créé Captain Co, ce qui est devenu Dift. Expliquez-nous le concept. Oui, alors on a effectivement changé de nom. Pourquoi? Parce que Dift c'est le nom de notre produit et le produit c'est la fusion de deux mots fabuleux qui sont le mot don et le mot gift. En anglais ça fait donation as a gift, en français c'est don et puis gift, donc c'est don cadeau et ça forme le mot Dift en 4 lettres. Et donc c'est la possibilité d'offrir un cadeau d'un nouveau genre qui est porteur de sens puisque c'est une valeur financière que la personne qui le reçoit va pouvoir attribuer à une association de son choix dans le domaine social et environnemental. Et donc en fait, je vous offre la possibilité de faire du bien en allant soutenir un projet qui vous tient à cœur. Donc mon patron m'offre 10 €, 15 € et je peux l'investir où je veux, c'est ça? Voilà, ça peut être pour les collaborateurs, ça peut être pour les clients aussi. Alors il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui. On a 2 ans, Dift a 2 ans et on a déjà 360 entreprises clientes. Adhérentes. On a contribué à aiguiller 10 millions d'euros vers 200 associations dans le domaine social et environnemental. Alors notre catalogue de tous les projets soutenus est disponible évidemment sur dift.com. Et grâce à cela, eh bien, on permet aux entreprises de créer une relation émotionnelle avec toute leur communauté. Et on a des petites entreprises, des petits cabinets de conseil comme des très grandes sociétés du CAC 40. Il y a Accor, FDJ, Carrefour, BNP, toutes ces sociétés-là nous suivent, ou AXA. Et qui utilisent le Dift dans différentes connexions qu'elles peuvent avoir avec leurs collaborateurs ou avec leurs clients. Par exemple, chez Accor, ce qu'on l'on fait, c'est qu'on permet, via le programme All, Accor Live Limitless, de transformer les points de fidélité de tous les membres, donc plus de 70 millions de personnes dans le monde, en dons à des associations, ce qui est très utile tout au long de l'année, mais aussi quand il y a des urgences pour Mayotte, pour Valence, et ça permet d'aiguiller des centaines de milliers d'euros vers des projets directement sur le terrain. C'était quoi? C'était parce que les stylos, les goodies, comme on les appelle, c'est polluant? Alors, il y a ça, effectivement. C'est sûr que le Dift, c'est non seulement un cadeau qui a du sens, mais aussi qui est dématérialisé et qui a une utilité, j'ai envie de dire, 100% sur le terrain et en action, et donc qui ne produit pas d'objets potentiellement inutiles. Donc il y a ce côté-là, mais il y a aussi tout simplement la nécessité pour toutes les marques d'aller agir pour demain, pour le futur. Pourquoi? Parce que, je sais pas si vous connaissez cette statistique, mais 89% aujourd'hui des Français, donc 9 sur 10, pensent que les entreprises doivent contribuer au bien commun. Donc il y a une pression qui est exercée par l'ensemble de la population sur les marques, sur les entreprises, pour qu'elles agissent pour tout le monde, et pas seulement, j'ai envie de dire, sur la classe politique. Ça va beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce qu'on voit la taille des enjeux qui sont face à nous et qu'on sait qu'il faut tous s'y mettre. Mais le Dift, c'est pas forcément que pour les entreprises, c'est aussi pour les particuliers. Oui. Voilà. Alors justement, sur la période de fin d'année, pour Noël, on a lancé pour la première fois la possibilité d'offrir un Dift entre particuliers, donc d'offrir à peut-être... C'est un peu comme les cartes cadeaux finalement. Oui, il n'y a pas de carte.
Bah si, il peut y avoir une carte. D'accord. Et enfin, on fait soit en dématérialisé complet, soit via une carte qui comporte un DIFT avec un QR code que l'on peut scanner et on découvre les projets pour lesquels on peut, que l'on peut soutenir grâce à ce DIFT. Mais c'est aussi une manière, quand vous avez des personnes à qui vous ne savez pas exactement quoi offrir, ou des personnes qui justement ne veulent plus ou pas d'objets, ou qui disent j'ai besoin de rien, bah on a tous besoin d'un monde meilleur. Donc vous pouvez leur offrir un cadeau qui est porteur de sens dans le domaine environnemental ou social. C'est gratifiant pour la personne qui le fait. Merci. Exactement. Et donner rend heureux. Voilà, donc, absolument. Faire du positif. Il y a plein d'études là-dessus. Question d'un étudiant de Centrale Supélec, à présent, juste après le jingle. La question de Centrale Supélec, d'un étudiant de Centrale Supélec ou d'une étudiante, la fin de l'abondance, quelle est votre vision sur le monde de demain? Question un peu compliquée. Celui que nous sommes en train de construire pour les générations futures. Alors, il y a la vision et il y a le souhait. Mon souhait, c'est qu'évidemment, on soit parfaitement conscient de nos limites planétaires. Et que l'on pense de manière avec plein de bon sens et avec une envie de sobriété, notamment aux 3 R, vous savez, réutiliser, recycler ou réparer. D'ailleurs, dans l'ordre, c'est réutiliser, réparer ou recycler. Et voilà, donc ça c'est une première chose très très important pour bien comprendre que nos ressources sont limitées. Donc dans toutes nos activités, il faut le faire. Ensuite, il y a la prise de conscience que l'énergie n'est pas infinie ou ne doit pas l'être, et que donc il faut l'économiser aussi beaucoup, et il faut surtout bien regarder les sources d'énergie que l'on emploie. Évidemment, il vaut mieux utiliser des énergies propres, enfin qu'on qualifie de propres, que les énergies fossiles, et donc il faut tout faire pour aller vers cette transition-là, parce que on consomme beaucoup d'énergie. Je ne sais pas si vous connaissez la notion d'esclave énergétique, mais c'est la notion qui dit que un esclave énergétique, c'est quelqu'un qui va pédaler toute une journée pour produire une certaine quantité d'électricité. Bon, bah aujourd'hui dans nos sociétés en Occident, on dépense à peu près 500 esclaves énergétiques par personne. Oui, c'est-à-dire que là, pour tout ce que l'on a, tous les objets qui sont fabriqués, tout notre chauffage, nos déplacements... La consommation est encore excessive, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, mais... On consomme beaucoup et surtout on consomme des ressources fossiles. Il y a d'autres ordres de grandeur. Il a fallu des dizaines de millions d'années. Le chemin, il est déjà pris pour ça. Enfin, je pense que la conscience, en tout cas, européen, est là. Il y a la conscience, mais dans les faits, on n'est pas encore... on a encore beaucoup de chemin. Enfin, si on veut ralentir ou arrêter le changement climatique, il faut juste plus mettre de CO2 dans l'atmosphère. De toute façon, le monde de demain, c'est un monde sans énergie fossile, a priori. Mais... Ben, on espère. Voilà. Il faut que tout le monde travaille. Vous pensez que ça va suffisamment vite ou vous pensez qu'on... Non, je pense que ça va passer vite. Voilà. La question de Verion, à présent, cabinet de conseil et d'audit sur, évidemment, l'opinion politique et sociétale, c'est juste après le jingle. La question de Verion, c'est celle-ci. Quelles sont, selon vous, les attentes clés des Français pour les années à venir et comment vos organisations s'y préparent-elles? Alors, je pense qu'il y a deux attentes. Il y a une forme de nécessité de vision et de stratégie prononcée, y compris avec une forme de stabilité. Voilà, c'est un peu et du monde politique. Je pense qu'on attend ça parce qu'on en a besoin. Et on a besoin de voir aussi que les gens qui prennent ces décisions-là pour l'ensemble de la société, eh bien, savent se mettre d'accord et savent avoir une vision constructive. Je pense qu'il y a une autre attente qui est, si on parle au niveau français ou européen, de justement faire en sorte que l'Europe arrive à prendre sa place sur l'échiquier mondial, parce qu'on se rend bien compte que ce sont des grosses zones géographiques qui mènent la danse aujourd'hui, que ce soit les États-Unis ou la Chine, et l'Europe, si on reste séparé, divisé, on ne pourra pas compter. Dans quel domaine? Il y a la défense, il y a au niveau économique, il y a... Oui, mais j'ai envie de dire tous les domaines aussi, simplement que notre avis, in fine, compte. C'est-à-dire qu'on a, je pense, en Europe, de par notre histoire aussi, une certaine vision de la manière avec laquelle le monde doit évoluer, qui peut être différente de celle des États-Unis et de la Chine. Et je pense que c'est important qu'on soit tout simplement à même de l'exprimer et qu'elle soit prise en compte. Et pour qu'elle soit prise en compte, il faut qu'on soit tous soudés et qu'on arrive à peser dans la balance. C'est la grande question. Et donc, comment les organisations peuvent s'y préparer? C'est justement en anticipant au maximum, et notamment les organisations, les entreprises françaises, en anticipant qu'il faut avoir une vision européenne, y compris dans toute sa stratégie au jour le jour.
On va passer à la question de l'hémicycle à présent. C'est vous qui allez poser les questions et vous avez l'habitude parce que vous animez aussi une émission qui s'appelle Les Pionniers. Oui, tout à fait. Donc l'exercice ne vous est pas inconnu. Deux mots sur Les Pionniers peut-être avant de passer. Les Pionniers, c'est une émission dans laquelle je reçois des gens formidables, qui sont, on va dire, des gens normaux, qui font des choses exceptionnelles. C'est un peu ce qu'on fait ici en fait. Et voilà, on est concurrents. Mais, voilà. voilà. On verra les audiences. Ouais. Donc oui, tout est disponible sur lespionniers.tv. Je reçois des gens, c'est très varié, ça va d'astronautes à philosophes en passant par... Vous découvrez des parcours fabuleux comme voilà, ça comme va de Claudie Agnuret à Gad Elmaleh en passant par Christine Ockrent, Martin Hirsch et Martin Fourcade. Et c'est inspirant. Par exemple. Question de l'hémicycle, c'est à vous dans 2 petites secondes, juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Frédéric Mazella. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces femmes et ces hommes qui nous gouvernent? Vous avez 1 à 2 minutes face caméra, c'est à vous. Alors je pense qu'il faut trouver le moyen de réimpliquer l'ensemble de la population. On nous parle de faire nation, voire faire Europe. Et pour cela, je pense que il ne suffit pas juste de regarder ce qui est fait. Il faut trouver une manière de rendre un petit peu tout le monde acteur du futur. Donc j'ai une mesure assez simple qu'on pourrait essayer de déployer, même à petite échelle au début, mais qui pourrait faire en sorte qu'on soit tous beaucoup plus impliqués, qui serait d'allouer une partie du budget de l'État en participatif et en laissant l'ensemble de la population décider de l'allocation de ce budget-là pour orienter vers ce que chacun d'entre nous a envie de voir se passer dans le futur. C'est une manière assez simple de faire en sorte que tout le monde s'intéresse à notre futur et ne soit pas simplement spectateur, mais que l'on soit tous contributeurs et acteurs de ce futur que l'on souhaite. Question compliquée, hein, alors on se demande où vont les investissements et comment justement il faut répartir le budget. Ça fait une difficulté supplémentaire finalement si les Français s'en mêlent, non? Oui et non, parce que justement ça permet d'avoir des discussions probablement un petit peu plus fondées, puisque tout le monde, au lieu de parler de choses qu'il ou elle a entendues, parle de choses qu'il ou elle a ressenties comme des besoins. Et donc je pense que c'est plus du vécu. C'est-à-dire que quand on se pose la question d'allouer du budget à quelque chose, d'ailleurs c'est ce qu'on fait avec DIFT, puisque quand on reçoit un DIFT, on doit choisir à quel projet allouer ces euros-là. Ça peut être pour ramener du bonheur dans les hôpitaux pour enfants, pour enlever du plastique des océans, pour préserver des espèces de biodiversité menacées. Donc il faut choisir, et quand il faut choisir, on a un avis beaucoup plus éclairé, aussi plus serein, et qui peut amener vers plus de compromis en disant oui, il faut absolument faire ça parce que je l'ai ressenti, je sens que c'est ça qu'il faut faire, plutôt que de simplement reprendre des arguments qui parfois en plus sont basés sur des fake news. Donc en fait ça complique le débat. Des débats politiques sans fin, de gens qui n'ont pas forcément le vécu du terrain. Enfin, oui. Merci beaucoup Frédéric Mazella d'avoir répondu à nos questions, d'être venu dans cette émission. Vous êtes un décideur engagé, on l'aura compris. Merci à vous pour votre fidélité et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.